Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi le Bitcoin et les cryptos pourraient exploser suite à la stratégie de Trump et de la Fed. En effet, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, on pourrait avoir un nouveau choc de liquidité sur le marché des cryptos et ça pourrait faire exploser leur prix. Mais avant de commencer, il faut que vous compreniez où se trouvent les États-Unis aujourd'hui et pour ça, on va commencer comme d'habitude à partager mon écran. Alors là, on va pouvoir retrouver le budget des États-Unis et ce qui nous saute aux yeux, ça va être le déficit budgétaire du budget américain. Quand Trump a été élu, un de ses leitmotifs de sa campagne, c'était d'essayer de réduire ce déficit. Et on peut voir par exemple qu'en 2024, il représentait 1655 milliards. Donc on peut voir que les États-Unis avaient des recettes pour 4838 milliards qui étaient essentiellement composés d'impôts et on avait dans le même temps 6500 milliards de dépenses qui étaient surtout liées à la sécurité sociale, à la santé et on peut voir également une grande partie liée à la défense et les intérêts de la dette qui commencent à exploser. Si on souhaite rééquilibrer ce budget, on a deux possibilités. Soit on augmente les revenus, soit on coupe certaines dépenses. Donc pour augmenter les revenus, Trump avait soit le choix d'augmenter les impôts, ce qui aurait été une mesure qui n'aurait pas plu à la population, et donc il a essayé de mettre en place ces fameux tarifs douaniers. Et on peut voir que sur une des dernières propositions de budget pour les années 2025, 2026, 2027, 2028, on voit un déficit budgétaire qui est encore abyssal et on peut voir que finalement les tarifs douaniers vont représenter entre 170 et 250 milliards de revenus supplémentaires, ce qui représente environ entre 10 et 15% du déficit et on voit bien que dans les prochaines années, le déficit sous l'ère Trump devrait continuer à grandir de manière abyssale et ça représenterait entre 5% et 6,5% du déficit par rapport au PIB. On peut voir qu'aujourd'hui, augmenter les revenus, ça semble être un échec. En plus de ça, il semblerait que les tarifs douaniers finalement soient potentiellement abandonnés. L'objectif des tarifs douaniers, c'était également de réimporter des entreprises, des usines aux États-Unis. Et comme le disait très bien dans une interview une personne, je ne me souviens plus de son nom, c'est qu'aujourd'hui, le salaire médian aux États-Unis est de 70 000 $. Et aujourd'hui, avec 70 000 $, les travailleurs américains font partie des 1% des salaires les plus élevés sur la planète. Est-ce que finalement, les États-Unis auraient été très compétitifs pour attirer énormément de nouvelles entreprises à cause du coût de leur travail? On peut voir que pour le moment, augmenter les revenus pour essayer de revoir un budget à l'équilibre semble compliqué. On peut se poser la question comment justement les États-Unis pensaient couper des dépenses. Et c'est pour ça que par exemple, Elon Musk avait fait campagne auprès de Donald Trump avec la mise en place justement du Dodge, donc qui avait pour but justement d'essayer de couper les dépenses superflues. Et le Dodge avait été officiellement mis en place le 20 janvier 2025 et on peut voir que même pas 6 mois après, Elon Musk a décidé de quitter Dodge. Donc je te tourne cette vidéo le 5 juin, je ne sais pas quand elle sortira sur YouTube, mais vous pouvez voir que Elon Musk a quitté ses fonctions le 2 juin 2025 et on a l'impression qu'il a un léger goût amer, que le gouvernement Trump et le Congrès ne l'a pas laissé faire ce qu'il voulait puisque depuis qu'il a laissé tomber Dodge, on le voit tweeter des choses justement sur le gouvernement américain ces derniers jours. Par exemple, on peut voir qu'il a retweeté un peu la dette américaine qui n'a cessé d'exploser depuis la crise des subprimes et depuis notamment le Covid où on a cette envolée fulgurante. On peut voir un autre tweet justement qui montre un petit peu le déficit des États-Unis sur ces 25 dernières années. On peut voir que le déficit était de 236 milliards en 2000 et en 2024, on est justement vers ces 1800 milliards. Et donc, on peut voir que Musk semble avoir un léger goût amer. Si le budget continue à ne pas être à l'équilibre et qu'on continue à avoir un déficit qui se creuse et une dette qui se creuse, les acteurs qui prêtent de l'argent aux États-Unis peuvent se demander légitimement si un jour les États-Unis vont pouvoir commencer à rembourser cette dette. Et on commence à avoir un élément de réponse puisque comme le note Reuters, le 21 mai 2025, le département américain a essayé de refinancer une partie de sa dette à hauteur de 16 milliards sur une date de maturité 20 ans et très peu d'acteurs sont bousculés au devant de la porte pour pouvoir acheter
ces obligations. Et la conséquence, c'est qu'on a vu le taux des obligations à 20 ans du Trésor américain qui a plutôt fait un petit pic autour justement de cette date-là du 20-21 mai parce que peu de personnes étaient prêtes à acheter des obligations américaines à horizon 20 ans à un taux d'intérêt inférieur à 5%. Et vous comprenez bien que si le déficit ne cesse de croître d'année en année, la dette américaine va continuer de croître. Donc là, on voyait qu'on était autour des 36 000 milliards. Donc si on rajoute encore entre 1800 et 2000 milliards tous les ans, la dette américaine va croître de manière assez exponentielle. Et comme on voit que pour renouveler la dette américaine, on a un intérêt qui augmente. On peut voir que le coût de la dette va augmenter aussi dans les prochaines années, puisque en 2024, on était à environ 739 milliards juste pour les intérêts, et en 2033, on pourrait passer à 1500 quasiment milliards juste pour payer les intérêts de la dette. Et c'est pour ça que dans la période de 2010 à 2020, le coût de la dette n'était pas trop important. C'est pour ça que ces pays pouvaient s'endetter puisqu'on était sur des taux d'intérêt qui étaient faibles, voire négatifs. Donc on n'avait pas un coût de la dette qui était important. Mais on peut voir que depuis 2020, le coût de la dette, par exemple sur les obligations à 20 ans, a fortement réaugmenté. Et donc ça devient un coût, une charge pour l'État qui commence à être très conséquent. Et Arthur Hayes nous explique bien les conséquences de ce système dans ce podcast-là. C'est qu'aujourd'hui, la Fed faisait plutôt du quantitative tightening. Donc tu as deux possibilités, soit du quantitative easing, soit du quantitative tightening. Le quantitative easing, c'est tout simplement quand la Fed va racheter par exemple des obligations sur le marché, par exemple des obligations à 20 ans, puisque personne ne le veut. Donc la Fed va imprimer de l'argent de nulle part pour acheter ces obligations-là. Et donc souvent, ça c'est synonyme après d'inflation puisqu'on a de l'impression monétaire, ou bien la Fed peut faire du quantitative tightening, c'est-à-dire qu'elle va revendre des titres qu'elle possède sur le marché et on a cette fois-ci plutôt une compression de la masse monétaire. Et là, ce que nous dit très bien Arthur Hayes dans ce podcast, c'est qu'en ce moment, la Fed publiquement dit qu'elle continue à faire du quantitative tightening, mais en arrière-plan, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle fait du quantitative tightening sur des obligations américaines à courte période, donc moins d'un an parce que là-dessus on a encore des taux qui sont intéressants et donc on a une demande pour acheter ce genre de titres, mais dans le même temps elle va faire du quantitative easing pour acheter des obligations à plus longue échéance, 10, 20, 30 ans, puisqu'on a de moins en moins d'acteurs pour le moment qui sont intéressés pour acheter ce genre d'obligations et donc pour pas que les taux explosent, on a vu que là on était autour des 5%, mais si la Fed n'intervenait pas, on serait peut-être déjà à 5, 5,5, 6% et donc encore une fois les intérêts de la dette représenteraient encore un coût plus important pour le budget du gouvernement et on a aujourd'hui une Fed qui joue sur les deux tableaux avec du quantitative tightening sur du court terme, du quantitative easing en rachetant des obligations américaines sur une plus longue période de temps et aujourd'hui officiellement elle peut continuer à communiquer comme quoi elle fait du quantitative tightening puisqu'elle revend plus d'obligations à court terme qu'elle rachète d'obligations à long terme, mais finalement on est comme si on était en train de recommencer à réimprimer de la monnaie. On le voit très bien avec ce rapport de crypto.com qui date de juin 2024. On peut voir que si on regardait quels étaient les plus gros détenteurs de la dette américaine, on voit qu'en premier on a le Japon et la Chine, et surtout qu'en 18e place, on aurait les émetteurs de stablecoin. Et il y a un an, ça représentait 121 milliards. Et en juin 2025, un an après, on voit que la part des stablecoins maintenant est de 250 milliards. Donc si on regarde en juin 2024, on était à 160 milliards. Donc il y a certains stablecoins qui ne sont pas backés par de la dette américaine ou certains stablecoins qui ne sont pas backés à 100% par de la dette américaine. C'est pour ça qu'on doit avoir ce delta entre le rapport de crypto.com qui disait 120 milliards, là on est à 160 milliards. Et donc là aujourd'hui, si on arrive à 250 milliards, grosso modo, aujourd'hui, les stablecoins sont backés par de la dette américaine court terme à hauteur de 200 milliards. Et donc, si on prenait le rapport, les stablecoins auraient grappillé encore quelques places dans ce classement-là. Et maintenant, on peut aussi légitimement se poser la question, est-ce que le Japon, la Chine, va vouloir racheter des obligations de l'État américain lorsque leurs obligations arriveront à date de maturité? Et on peut légitimement se poser la question pour plusieurs raisons. La première raison, ça serait peut-être qu'avec les tarifs douaniers, ça a mis un peu de l'huile sur le feu. Et donc, est-ce que finalement le Japon, la Chine a envie de continuer à acheter des obligations américaines? Ça peut être la première raison. Si les États-Unis commencent également à avoir du mal à se refinancer, encore une fois, comme le dit
très bien Arthur Hayes, on pourrait avoir un début de contrôle des capitaux pour justement les capitaux ne quittent pas les États-Unis. Et donc encore une fois, est-ce que la Chine, le Japon aimeraient réinvestir aux États-Unis? Si elles arrêtent d'investir leurs dollars dans la dette américaine, est-ce qu'elles vont commencer à acheter des actifs financiers aux États-Unis? Là encore une fois, on peut se poser quelques questions puisque je pense que ces États-là se souviennent très bien de ce qui s'est passé par exemple avec les actifs détenus par les Russes il y a quelques années. C'est par exemple ce que j'expliquais dans ce réel Instagram sur les ETF, c'est qu'aujourd'hui tout le monde te vante l'ETF du SP500, mais est-ce que dans les 10, 20, 30 prochaines années, la croissance et la performance va se faire essentiellement aux États-Unis? Je ne sais pas. Donc quand tu achètes par exemple un ETF du SP500, tu achètes 500 titres et les 7 magnifiques vont représenter 30% de l'indice. Quand tu achètes un ETF du MSCI iWorld, tu vas acheter environ 1390 titres et les 7 magnifiques vont représenter encore 20% de l'indice. Donc est-ce que finalement tu es réellement diversifié en achetant ce genre d'ETF? Alors que moi je préfère proposer un fonds qui va gérer ça pour mes clients et on va être plutôt cette fois-ci sur 4000 titres, donc beaucoup plus de titres. On va sous-pondérer encore une fois les magnifiques qui vont représenter environ 10% de l'indice et surtout sur ces 4000 titres, on va avoir une diversification géographique qui va être bien plus forte en s'exposant notamment un peu plus sur l'Asie, la Chine et le Japon par exemple. Et c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est qu'aujourd'hui, si votre revenu est en euros et dépendant de la France et que tout votre patrimoine est également en France et également dépend de l'euro, finalement, comme on peut le voir, l'euro face au dollar depuis la crise des subprimes ne cesse de diminuer et donc vous êtes qu'à une devise de faire faillite. Et aujourd'hui, en ces temps où potentiellement, on peut le voir, la masse monétaire en circulation dans le monde recommence à exploser, on pourrait du coup avoir une inflation qui reprend dans les prochains mois, prochaines années. Et donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est vous en tant que particulier de commencer à diversifier votre patrimoine, donc d'avoir une partie bien sûr actifs financiers, diversifiée au niveau mondial puisque est-ce que la croissance va se faire dans les prochaines années au niveau des États-Unis. Vous pourriez également investir dans l'immobilier puisque en temps d'inflation ça peut être quelque chose d'intéressant puisque pour rappel vous allez avoir une mensualité de crédit qui va être constante sur 20-25 ans et dans le même temps les revenus de l'immobilier vont augmenter grâce à l'inflation et donc votre effort d'épargne entre la mensualité et les revenus de l'immobilier vont diminuer dans le temps puisque tout simplement les loyers vont augmenter. C'est exactement ce que je vous expliquais dans cette vidéo et c'est comme ça qu'on peut avoir, si on repart dans des périodes inflationnistes, des TRI autour des 15%. Au moment où je sortirai cette vidéo, normalement mon site internet sera sorti, donc si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez vous connecter sur www.valoreis.fr. Si le Japon, la Chine ne renouvellent pas leurs investissements, par exemple dans les obligations de l'État américain, si finalement elle n'investit pas massivement, par exemple dans des actifs américains suite à ce potentiel contrôle des capitaux, on peut se poser la question sur quel type d'actifs ces États-là vont se positionner. Un premier élément de réponse, ça serait potentiellement l'or, puisqu'on peut voir que depuis début de l'année 2024, l'or a quasiment fait 50%. Et encore une fois, vous en tant que particulier, vous pouvez acheter de l'or directement sur la blockchain. Et en plus de ça, on a un vote de gouvernance sur Aave pour potentiellement ajouter l'or tokenisé de Tether en collatéral sur Aave. Et vous, par exemple, vous pourriez déposer votre or sur Aave et emprunter des stablecoins dollars et euros contre pour avoir de la liquidité ou si vous pensez que justement ces monnaies-là vont continuer à se dévaluer par rapport à l'or dans les prochains mois, prochaines années. Ce deuxième actif qui pourrait être cette réserve de valeur qui pourrait justement ne pas être censuré et ne pas être contraint par ces contrôles de capitaux, naturellement ça pourrait être le Bitcoin et on voit sa performance sur les 10 dernières années et donc si on commence à avoir une défiance au niveau de certains marchés, au niveau de certaines devises, on pourrait voir ce prix s'accélérer et encore une fois, on voit bien souvent que le prix du Bitcoin, comme j'ai expliqué dans cette vidéo, le prix du Bitcoin et le reste des crypto-monnaies pourraient être corrélés justement à cette masse monétaire qu'on voit en bleu qui explose depuis quelques mois.
Le troisième actif qui pourrait être intéressant potentiellement également dans les cryptos, ça serait Ether, puisque si on regarde un petit peu les volumes ces dernières semaines, on peut voir que par exemple sur la première semaine de juin, on a plus de volume entrant sur Ethereum que sur Bitcoin. La dernière semaine de mai, c'est à souligner, on a eu des volumes positifs sur Ethereum alors qu'on a eu un volume négatif sur Bitcoin. Et ça, c'est arrivé, on peut voir que quelquefois, on peut voir que c'était arrivé en décembre 2024, en novembre 2024 et également en août 2024. Et donc potentiellement, on pourrait peut-être avoir une rotation ou au moins un attrait des institutionnels pour Ether sur les prochaines semaines, prochains mois. Et ça pourrait faire augmenter son prix. On en avait parlé dans cette vidéo et on en avait parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner puisque environ chaque trimestre, je vais faire une vidéo mise à jour sur Ethereum. Et pour clôturer cette vidéo, l'importance des PEA, des assurances vie, de la finance traditionnelle qui allait s'emparer du monde de la crypto. Voir que JP Morgan va accepter les ETF Bitcoin pour les mettre en crédit lombard, donc les collatéraliser, ce qu'on peut voir justement avec AAV ou Morpho dans d'autres vidéos, mais là on arrive dans le monde institutionnel et on arrive directement dans des enveloppes fiscales qui permettent d'avoir certains avantages fiscaux. Donc ça c'est du point de vue institutionnel et du point de vue particulier. On a Mon Pèlerin qui vient de sortir cette offre-là avec une LTV maximum de 40%. Donc Mon Pèlerin, c'est une société suisse. Et donc, en fonction de votre budget, de ce que j'ai pu vous lire dans cet article, on serait sur des bourses commençant entre 50 000 $ et 500 000 $. Ça y est, j'en ai terminé avec cette vidéo. Et si tu as aimé, n'hésite pas à la liker. Et si tu ne souhaites pas louper les prochaines vidéos, tu sais ce qu'il te reste à faire, à t'abonner.